À 2h47, le silence de Ouagadougou éclate brutalement. Une attaque interne coordonnée vise le centre du pouvoir, mêlant trahison militaire, mercenaires, ordre frauduleux et urgence stratégique. Que révèle ce choix d'Ibrahim Traoré pour l'État ? La nuit devient un test systémique où décision, foule civile émergente, unité loyale éloignée et temps compressé redéfinissent souveraineté, sécurité et légitimité, annonçant qu'au-delà de la survie personnelle se joue la capacité d'un pays à transformer une crise nocturne en bascule collective durable, observée, contestée et interprétée par acteurs nationaux et régionaux dans un contexte sahélien sous pression multiple interne et externe convergente ce soir. À ce stade précis, l'enjeu dépasse la survie d'un homme ou d'une nuit exceptionnelle. Ce qui se joue concerne la capacité de l'État burkinabé à préserver ses structures de commandement, sa cohésion sociale et sa légitimité face à une menace interne organisée. Le récit ne promet ni héroïsation facile, ni suspense artificiel. Il propose de comprendre comment, dans un laps de temps extrêmement court, des décisions politiques, des réactions populaires spontanées et des dynamiques militaires réelles ont interagi pour éviter un effondrement institutionnel. L'intérêt pour le lecteur est double. D'abord, saisir pourquoi cette séquence nocturne n'est pas un simple épisode sécuritaire, mais un révélateur de rapports de force longtemps invisibles. Ensuite, mesurer ce que cette mobilisation dit de la relation entre pouvoir, armée et société civile dans un pays régulièrement confronté aux tentatives répétées de déstabilisation. Ce cadre d'analyse permet d'évaluer, au-delà de la nuit, les conséquences politiques, économiques et sociales déjà perceptibles. Il s'agit donc d'un décryptage factuel, appuyé sur les événements observables, afin d'éclairer les choix à venir et les risques systémiques associés. À 3h45, plus de 2000 appels sont échangés vers la capitale en moins de 30 minutes. Ce chiffre marque le basculement, car il révèle qu'avant même l'arrivée des renforts militaires, un réseau civil improvisé s'est déjà constitué, coordonné sans chef désigné et actif à l'échelle urbaine. Ce point est décisif pour comprendre pourquoi l'attaque ne s'est pas déroulée selon le scénario prévu par les conspirateurs. L'opération reposait sur une hypothèse classique, une paralysie rapide par la peur, suivie d'un vide décisionnel au sommet. Or, au lieu d'un effondrement, un phénomène inverse s'est produit, visible dans les rues autour du palais présidentiel. Ibrahim Traoré se trouve alors dans une situation paradoxale. Isolé sur le plan militaire immédiat, il bénéficie pourtant d'un environnement social en mouvement. Des civils, sans armes ni plan préétabli, convergent spontanément vers le centre du pouvoir. Agriculteurs, étudiants, commerçants, enseignants apparaissent dans l'obscurité, transformant un espace militaire fermé en zone hybride. Ce surgissement ne relève pas d'un mot d'ordre politique formel. Il procède d'une perception partagée. La chute du président ne signifierait pas seulement un changement de dirigeant, mais une rupture nationale plus profonde. Le contexte explique cette réaction. Depuis plusieurs mois, la défiance envers les élites militaires et administratives s'est accrue, alimentée par des soupçons de corruption interne et de manipulation hiérarchique. L'attaque nocturne agit comme un révélateur brutal de ces tensions latentes. Lorsque les portes du complexe s'ouvrent, la distinction entre ligne de front et espace civil disparaît temporairement. La défense ne repose plus uniquement sur des unités armées, mais sur une masse humaine visible, imprévisible et difficilement neutralisable. Cette séquence remet en cause une lecture strictement militaire de la crise. Elle montre que l'événement ne peut être compris sans intégrer la dimension sociale immédiate qui modifie en temps réel les calculs tactiques. C'est à cet instant que la nuit cesse d'être une simple tentative de coup d'État et devient une expérience politique collective. Dans cette séquence, le rôle central n'est pas tenu par un stratège militaire classique, mais par une constellation de figures ordinaires devenues acteurs tactiques. Une institutrice, un mécanicien, des étudiants, des mères de famille occupent des couloirs, bloquent encore des accès, s'interposent physiquement entre mercenaires et cibles potentielles. Leur présence transforme immédiatement la dynamique de l'attaque. Les assaillants, entraînés pour une opération rapide et chirurgicale, perdent la capacité d'identifier des objectifs clairs. La confusion remplace la précision et l'avantage initial s'érode.
Ibrahim Traoré observe ses mouvements à distance via les écrans de surveillance. Ce qu'il perçoit n'est pas une foule désorganisée, mais une barrière vivante, animée par une logique simple, protéger ce qui est perçu comme collectif. L'impact est immédiat. Les tirs en l'air ne dispersent pas les civils, les injonctions armées restent sans effet. La foule avance lentement, sans armes lourdes, mais avec une détermination visible. Ce moment produit un effet précoce mesurable. Les mercenaires hésitent. Le rythme de progression ralentit. L'initiative change de camp avant même l'arrivée des renforts loyaux. La défense cesse d'être uniquement verticale, commandée depuis le sommet pour devenir horizontale, portée par une communauté mobilisée. Ce basculement précoce explique pourquoi l'attaque ne s'étend pas aux autres bâtiments institutionnels. Il crée une fenêtre temporelle durant laquelle les structures de commandement sont préservées. Voici le point décisif. Une mobilisation civile non planifiée peut, dans certaines conditions extrêmes, produire un effet tactique immédiat capable de rééquilibrer une crise sécuritaire avant toute solution militaire classique. Le déroulement de la nuit suit une séquence précise, marquée par 3 phases distinctes qui s'enchaînent rapidement. Le déclenchement survient à 2h47, lorsque des assaillants pénètrent par la porte nord du complexe présidentiel. Leur objectif est clair, neutraliser Ibrahim Traoré, avant l'aube, installer une autorité de remplacement et couper les ressources stratégiques du pays. Cette première phase repose sur la surprise et la vitesse. Les unités militaires loyales ont été éloignées par des ordres frauduleux, créant un vide tactique autour de la capitale. La montée en tension est rapide. À l'intérieur du centre de commandement, les informations remontent de manière fragmentée. Les insurgés progressent, guidés par des officiers corrompus, tandis que les soldats fidèles tentent de se regrouper. La situation reste critique. À ce stade, toute erreur de décision pourrait provoquer un effondrement du dispositif étatique. La bascule intervient peu après 3h15. Des groupes de civils apparaissent autour du palais présidentiel, d'abord par dizaines, puis par centaines. Ils ne répondent à aucun ordre officiel. Ils avancent sans plan militaire, mais avec une cohésion instinctive. Une femme âgée s'interpose, déclarant que le pays n'est pas à vendre. Ce geste marque la première rupture dans le scénario des conspirateurs. À 3h30, la cour du complexe devient un espace chaotique. Les mercenaires, confrontés à une foule indistincte, tirent en l'air puis au sol. Personne ne recule. À l'intérieur, un officier informe Ibrahim Traoré que les assaillants hésitent. Le président saisit alors un micro et demande aux civils de rentrer chez eux, affirmant qu'il ne peut accepter qu'ils meurent maintenant pour lui. La réponse est immédiate. La foule affirme être déjà chez elle et revendique la nation comme bien commun. Cette interaction transforme la dynamique. L'énergie collective passe de défensive à conquérante. Les insurgés commencent à reculer, leur stratégie fondée sur la peur s'effondre face à une résistance humaine imprévisible. À 3h45, les communications internes confirment plus de 2000 appels échangés vers la capitale en moins de 30 minutes. Un réseau civil se structure spontanément, alertant, coordonnant et relayant l'information. Peu après 4 ans, les premiers renforts militaires loyaux arrivent à la périphérie de la ville. Ces unités, stationnées à plus de 60 km, ont quitté leur base après un ordre chiffré direct d'Ibrahim Traoré. Leur arrivée inverse définitivement l'équilibre des forces. À l'est de Ouagadougou, un groupe loyal reprend un quartier général militaire en moins de 9 minutes, sans échange de tirs, et procède à l'arrestation d'un officier clé du complot. La phase finale correspond aux répliques immédiates. Les insurgés perdent l'initiative. L'opération, pensée comme chirurgicale et silencieuse, se transforme en échec visible. La nuit se termine non par un siège, mais par une reconquête progressive, rendue possible par l'enchaînement rapide entre mobilisation populaire et réaction militaire loyale. La lecture quantitative de la nuit permet de mesurer précisément l'écart entre le scénario attendu et la réalité observée. La base de départ est celle anticipée par les conspirateurs. Un isolement rapide du centre du pouvoir, une neutralisation silencieuse, puis une prise de contrôle administrative avant l'aube. Dans ce cadre, la réaction populaire était supposée marginale, lente et dispersée. Cette hypothèse constitue le point zéro de l'analyse. Le premier indicateur de rupture apparaît à 3h45. Selon les relevés des communications internes, plus de 2000 appels sont émis vers la capitale en moins de 30 minutes.
Ce volume dépasse largement une alerte spontanée classique. Il signale une diffusion horizontale de l'information, rapide et redondante, qui permet une coordination minimale sans structure centrale. Voici l'écart décisif. Au lieu d'une population sidérée, un réseau actif se forme avant toute stabilisation militaire formelle. Le second indicateur concerne la contrainte spatiale. Les unités militaires loyales les plus proches se trouvent à plus de 60 km de Ouagadougou au moment du déclenchement. Dans un schéma standard, cette distance implique un délai incompatible avec une réponse efficace immédiate. Pourtant, ces unités quittent leur base en un temps record après réception d'un ordre chiffré direct d'Ibrahim Traoré. Le changement mesuré n'est pas seulement temporel, il est décisionnel. La chaîne de commandement, que les conspirateurs pensaient neutraliser, reste fonctionnelle malgré la manipulation préalable des affectations. Le troisième indicateur porte sur l'exécution opérationnelle finale. À l'est de la capitale, un quartier général militaire est repris en moins de 9 minutes, sans échange de tirs. Dans un contexte de coup d'État, ce type d'opération se déroule habituellement sur une durée bien plus longue, avec pertes humaines et destruction matérielle. Ici, la rapidité traduit un effondrement du moral et de la cohérence des insurgés, déjà fragilisés par la mobilisation civile observée plus tôt. Pris ensemble, ces éléments dessinent un basculement mesurable. La peur, censée paralyser, se transforme en catalyseur. La distance, censée bloquer, devient secondaire. Le temps, censé jouer contre l'État, s'inverse en sa faveur. Ce renversement ne repose pas sur une supériorité technologique ou armée, il s'appuie sur une articulation rare entre décisions politiques, loyauté militaire résiduelle et engagement populaire immédiat. Ces données permettent également de répondre aux critiques formulées après coup. Certains observateurs ont affirmé que l'ouverture du site présidentiel constituait une faille sécuritaire majeure. Les chiffres montrent l'inverse. Aucun bâtiment institutionnel clé n'est perdu et aucune zone sensible n'est compromise. La coordination civilo-militaire reste contenue dans des espaces non critiques, jusqu'au retour des forces loyales. L'analyse quantitative confirme donc que cette nuit ne relève pas d'un miracle improvisé. Elle révèle une dynamique mesurable, où des écarts précis entre attentes et résultats expliquent l'échec du coup de force. Une question demeure. Ce type de delta peut-il se reproduire sans épuiser le système ? Les critiques les plus structurées de cette nuit avancent deux arguments principaux qu'il convient d'examiner sans les affaiblir artificiellement. Le premier concerne le risque sécuritaire. Selon cette lecture, laisser des civils pénétrer dans un site présidentiel en pleine attaque aurait pu provoquer un chaos incontrôlable, des tirs croisés, des pertes massives et une compromission durable des infrastructures de l'État. Dans un cadre doctrinal classique, cette objection est cohérente. La séparation stricte entre espaces civils et militaires constitue un principe fondamental de protection des centres de commandement. Le second argument vise la solidité institutionnelle. Pour certains observateurs, si une mobilisation populaire est nécessaire pour défendre physiquement un président, cela révélerait une faiblesse structurelle du système étatique. La survie du pouvoir reposerait alors davantage sur le charisme personnel que sur des mécanismes institutionnels robustes et prévisibles. Dans cette perspective, la nuit serait moins une victoire qu'un symptôme inquiétant d'un État exposé à la personnalisation excessive de l'autorité. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Cependant, les données disponibles permettent de nuancer leur portée. Sur le plan sécuritaire, aucun accès à des zones sensibles n'est enregistré. Les civils occupent des espaces périphériques, visibles et non stratégiques, créant une saturation humaine qui désoriente les assaillants sans ouvrir de brèches critiques. La confusion générée affecte davantage les mercenaires que la chaîne de commandement loyale. Concernant la solidité institutionnelle, les faits montrent que les unités militaires fidèles n'étaient ni absentes ni désorganisées par nature. Elles avaient été volontairement éloignées par des ordres frauduleux, ce qui constitue une manipulation interne, non une défaillance structurelle permanente. La réaction populaire n'a pas remplacé l'armée. Elle a comblé un vide tactique temporaire jusqu'au rétablissement de la chaîne militaire légitime. Dans ce cadre, la décision
associé à Ibrahim Traoré, apparaît moins comme un pari irrationnel que comme une réponse contextuelle à une configuration exceptionnelle. Elle n'érige pas la foule en substitut durable des institutions. Elle démontre plutôt que, dans des conditions extrêmes, la confiance sociale peut agir comme amortisseur provisoire sans dissoudre l'ordre étatique. La vraie question n'est donc pas de savoir si cette nuit était conforme au manuel. Elle est de déterminer si un système peut intégrer cette expérience sans en faire une dépendance dangereuse à long terme. Cette formule, prononcée au cœur de la nuit, marque un déplacement fondamental de la situation. À partir de cet instant, la logique de confrontation militaire classique cesse d'être opérante. La configuration n'oppose plus un groupe armé à un centre de commandement isolé. Elle met face à face des assaillants identifiables et une masse collective difficile à segmenter, contrôler ou intimider. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule n'est pas seulement tactique, elle modifie la nature même de l'événement. La tentative de coup d'État perd son caractère chirurgical et devient un révélateur public. Les conspirateurs ne peuvent plus agir dans l'ombre. Chaque mouvement est observé, commenté, relayé. La nuit cesse d'être un huis clos militaire pour devenir une scène ouverte, où la légitimité se mesure en temps réel. Ce changement affecte aussi le calcul des insurgés. Le coût politique de la violence augmente brutalement. Tirer devient risqué, reculer devient visible, persister devient indéfendable. La présence civile agit comme un multiplicateur d'attention et non comme un simple obstacle physique. Cette révélation de milieu de parcours éclaire la suite des événements. Elle explique pourquoi les réseaux de trahison se désagrègent rapidement après l'échec initial. Une opération pensée pour rester discrète bascule dans l'exposition totale. À partir de là, la question n'est plus seulement de renverser un pouvoir, mais d'assumer publiquement les conséquences d'un affrontement avec la société elle-même. Les effets de cette nuit se déploient rapidement et touchent plusieurs cercles distincts, chacun révélant une dimension différente de l'événement. Pour l'État, la conséquence immédiate est la préservation des structures centrales. Aucun bâtiment institutionnel majeur n'est perdu, aucune chaîne de commandement n'est définitivement rompue. Dans les jours qui suivent, les enquêtes internes confirment l'existence d'ordres frauduleux ayant éloigné des unités loyales moins de 72 heures avant l'attaque. Cette découverte permet d'identifier la trahison comme un phénomène ciblé et non comme un effondrement généralisé de l'appareil étatique. Ibrahim Traoré engage alors une phase de reprise en main, marquée par des arrestations rapides et la création d'une cellule de contre-espionnage placée sous autorité présidentielle directe. Pour les entreprises, l'onde de choc est double. D'un côté, plusieurs acteurs économiques locaux sont impliqués pour avoir soutenu logistiquement les conspirateurs. De l'autre, certaines sociétés minières étrangères, sans être nommées publiquement, voient leur contrat suspendu dans l'attente d'audit. Le marché réagit brutalement. Un recul d'environ 9% de l'indice boursier sous-régional est observé, suivi d'un gel temporaire des nouveaux investissements. Cette réaction traduit une incertitude immédiate, mais aussi une réévaluation du risque politique dans le pays. Pour les citoyens, l'impact est plus profond et paradoxalement porteur. La mobilisation spontanée produit un sentiment inédit d'agentivité collective. Dans les jours suivants, plus de 2000 collectifs citoyens émergent à travers le territoire, de la capitale aux régions périphériques. Forums publics, demandes d'audit, appels à la transparence budgétaire et à la protection des lanceurs d'alerte se multiplient. Le rôle du citoyen ne se limite plus à l'observation. Il devient un acteur revendiquant une place durable dans la gouvernance. À l'échelle régionale enfin, l'événement dépasse les frontières. Au Niger et au Mali, des mouvements populaires se réclament explicitement de la nuit de Ouagadougou. Le nom d'Ibrahim Traoré circule comme symbole d'une rupture avec le schéma classique du coup d'État silencieux. Dans certains cercles diplomatiques, on évoque des effets de contagion inversés, non pas de l'instabilité, mais de la résistance populaire. Ces conséquences montrent que l'événement ne se referme pas avec l'aube. Il redistribue les équilibres entre institutions, économie, société et environnement régional. La question centrale devient alors celle de la durabilité. Comment transformer une mobilisation exceptionnelle en cadre politique stable sans en épuiser la force ni en trahir le sens ? À partir de cette nuit,
3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois suivants, chacune reposant sur des dynamiques déjà visibles. Le premier scénario est celui d'une stabilisation progressive. Les arrestations liées au complot sont suivies de procédures publiques, les audits annoncés sont menés et les rotations de commandement réduisent les risques de reconstitution de factions internes. Dans cette hypothèse, l'élan civique se transforme en mécanisme de contrôle régulier sans se substituer aux institutions. L'État consolide sa légitimité par la transparence et la prévisibilité, tandis que les partenaires économiques réévaluent progressivement leur engagement dans un cadre clarifié. Le deuxième scénario est celui du blocage institutionnel. La ferveur populaire retombe avec le temps, mais les structures administratives traditionnelles résistent aux réformes. Les procès prennent du retard. Les audits se heurtent à l'opacité bureaucratique et les demandes citoyennes s'accumulent sans réponse visible. Une tension s'installe entre civils mobilisés et élites administratives, nourrissant une fatigue démocratique. Dans ce contexte, l'événement de Ouagadougou reste un symbole puissant, mais son potentiel transformateur s'érode, laissant place à une inertie frustrante. Le troisième scénario est celui d'une résurgence des réseaux souterrains. Des acteurs hostiles, internes comme externes, réorganisent leurs appuis. Des campagnes de désinformation affaiblissent la confiance, tandis que des poches militaires non purgées renouent avec des soutiens discrets. Les troubles restent localisés, mais répétés. Un nouveau coup de force devient envisageable, cette fois plus légaliste, plus lent et plus difficile à identifier. La leçon de la nuit est alors instrumentalisée sans être intégrée, transformée en récit sans garde-fou structurel. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Il ne s'agit pas de prédire l'issue, mais de penser en conditions. Si la vigilance citoyenne se dote de cadres clairs, elle renforce l'État. Si elle s'épuise ou se radicalise, elle fragilise l'ensemble du système. La survie d'un président ne garantit pas celle d'un modèle. La question décisive est la suivante. Comment transformer une alerte collective en apprentissage institutionnel durable sans dépendre indéfiniment de l'exception? Au-delà des institutions et des scénarios abstraits, cette nuit renvoie chaque lecteur à une position concrète. Pour les citoyens urbains, elle rappelle que la participation politique ne commence pas uniquement dans les urnes, mais aussi dans la vigilance quotidienne, l'attention portée aux signaux faibles et la capacité à se coordonner sans attendre une injonction formelle. L'événement montre que l'engagement peut prendre des formes ordinaires, visibles, parfois improvisées, mais néanmoins structurantes. Pour les habitants des zones rurales, souvent éloignés des centres de décision, la mobilisation observée agit comme un rappel symbolique. Les décisions prises à la capitale produisent des effets diffus, mais la capacité à peser collectivement ne dépend pas uniquement de la proximité géographique. Les collectifs apparus après la nuit illustrent une possibilité de lien direct entre territoires et institutions, à condition qu'ils soient entretenus. Pour les jeunes, notamment étudiants et travailleurs précaires, la séquence de Ouagadougou offre une image inhabituelle du rapport au pouvoir. Elle ne valorise ni la violence ni la passivité. Elle montre une forme d'action intermédiaire, où la présence physique, la parole collective et la responsabilité partagée créent un rapport de force sans renoncer à l'ordre. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cesse d'être seulement une figure lointaine. Il devient un point de référence autour duquel se cristallisent attentes et exigences. Cette proximité symbolique comporte un risque, celui de projeter sur un individu des espoirs qui relèvent en réalité de mécanismes collectifs. Le lien proposé au lecteur est donc volontairement exigeant. Il invite à se demander non pas ce que cette nuit a permis, mais ce qu'elle oblige désormais. Être spectateur est confortable. Être acteur suppose une continuité. La question finale n'est pas morale, elle est pratique. Quelle part de vigilance chacun est-il prêt à assumer une fois l'émotion retombée ? La traduction durable de cette nuit en réformes concrètes repose sur une séquence d'actions ordonnées, chacune mesurable et limitée dans le temps. La première étape concerne la transparence administrative. La publication régulière des budgets nationaux,
L'accès public aux décisions majeures et l'organisation de réunions ouvertes permettent de réduire l'opacité qui a rendu possible la manipulation interne préalable à l'attaque. Cette mesure vise moins la sanction que la prévention, en rendant visibles les zones traditionnellement fermées. La deuxième étape touche aux forces armées. La rotation systématique des postes de commandement, associée à un contrôle indépendant des affectations, limite la concentration de pouvoir et les réseaux de loyauté personnelle. Un programme de formation civique, pour les soldats, renforce le lien entre armée et société, sans brouiller les chaînes hiérarchiques. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme garant politique du processus, mais non comme son unique moteur. La troisième étape concerne la surveillance des réformes. La création d'une commission indépendante, composée de représentants de la société civile, de journalistes et d'experts juridiques, permet de suivre l'avancement des engagements pris. Ces indicateurs doivent être publics, compréhensibles et régulièrement mis à jour. La crédibilité repose sur la traçabilité, non sur la rhétorique. La quatrième étape vise la participation populaire structurée. Des comités locaux, notamment en zone rurale, assurent un canal direct entre citoyens et institutions. Ils ne remplacent non pas les autorités élues, mais servent de capteurs d'alerte et de relais d'information. Enfin, une étape transversale s'impose. L'unité nationale doit être consolidée par un dialogue inclusif, intégrant opposition politique et acteurs sociaux. La nuit a montré une capacité à se lever ensemble. La suite dépendra de la capacité à décider ensemble, dans la durée. À l'aube, le monument dédié aux civils tombés devient un point de convergence silencieux. Les noms gravés rappellent que l'événement ne se résume pas à une victoire politique ou sécuritaire. Il s'inscrit dans une mémoire partagée, faite de gestes ordinaires devenus décisifs. Ces femmes et ces hommes ne se sont pas levés pour défendre un homme, mais une idée simple, celle d'un pays qui ne se cède pas dans l'ombre. Ibrahim Traoré se tient devant ce monument avec une posture différente de celle de la nuit. L'urgence a disparu, mais la responsabilité s'est alourdie. Ce moment agit comme un rappel. La légitimité née d'une mobilisation populaire ne se conserve pas par des symboles seuls. Elle exige une traduction concrète, quotidienne, parfois ingrate. Le fil émotionnel de cette histoire ne repose pas sur l'héroïsme individuel. Il repose sur la continuité entre le sacrifice ponctuel et l'engagement durable. La nuit de Ouagadougou devient alors un seuil, non une fin. Elle relie l'instant où des civils ont formé un rempart vivant à celui où une société doit décider comment rester vigilante sans s'épuiser. Le rappel est volontairement sobre. Une mobilisation exceptionnelle ne fonde pas à elle seule un avenir. Elle ouvre une possibilité. Ce qui donnera du sens à ces noms gravés dépendra de la capacité collective à transformer l'émotion en règle, la mémoire en méthode et l'élan en constance partagée. L'histoire de cette nuit laisse une question ouverte, qui dépasse le cadre d'un événement exceptionnel. Si une société peut se lever en quelques heures pour empêcher un basculement, comment maintenir cette attention dans le temps long sans attendre la prochaine alerte? L'enjeu n'est pas de reproduire une mobilisation de crise, mais d'en extraire des pratiques durables. Pour les citoyens, cela implique de rester présent dans les espaces de débat, de soutenir les mécanismes de contrôle et d'exiger des comptes sans basculer dans la défiance permanente. L'engagement quotidien est moins spectaculaire, mais souvent plus décisif que l'héroïsme ponctuel. Pour les institutions, le message est tout aussi clair. La confiance accordée une nuit peut se perdre lentement si elle n'est pas nourrie par des actes vérifiables. La transparence, la prévisibilité et l'inclusion ne sont pas des concessions, mais des conditions de stabilité. Pour les observateurs extérieurs, enfin, cette séquence rappelle qu'un pays ne se résume ni à ses fragilités, ni à ses crises. Le Burkina Faso a montré une capacité rare à produire une réponse collective inattendue. La question finale n'appelle pas de slogan, elle invite à une réflexion continue. Comment faire de cette vigilance partagée non une exception mémorable, mais une habitude politique assumée et transmissible ?